Un tir d'un policier raciste. Deux jeunes filles noires, des jumelles, ne se doutent de rien. Leur père n'est autre que le procureur général. La détonation a claqué, nette et tranchante, comme une vitre se brisant sous un choc. Un coup de feu unique qui a pulvérisé la tranquillité matinale au cœur de Paris. Il était un peu plus de 9 heures, un mardi si ordinaire, baigné dans la lumière pâle de l'île de la Cité, que personne n'a vu la tragédie venir. Le parvis du palais de justice vibrait du murmure des allées et venues. Des avocats ajustant leur rabat, des fonctionnaires pressaient une tasse de café à la main, un groupe de lycéens écoutant un guide devant les grilles dorées. Puis un hurlement a fendu l'air. Deux jeunes filles, des jumelles de 17 ans à peine, se sont effondrées dans une terrible et parfaite synchronie. L'une a percuté le sol de pierre, sa tresse décrivant un arc brutal dans l'air alors que ses jambes se dérobaient sous elle. La seconde a tendu la main vers sa sœur avant de s'affaisser à ses côtés, une fine strie écarlate se dessinant sur le marbre clair, telle une interrogation sanglante que la ville refusait de se poser. Le commandant Stéphane Lebrun se tenait à 3 mètres, son pistolet encore pointé, ses mains parcourues d'un tremblement qu'il ne parvenait pas à maîtriser. L'écho du tir se répercutait encore sur les façades séculaires quand il a bredouillé. Elles allaient prendre quelque chose. Sa voix s'est étranglée sur le dernier mot. Elles allaient prendre. Personne ne l'a cru. Ni les témoins filmant la scène avec leur téléphone. Ni la mère dans la foule, protégeant le regard de son fils. Ni le musicien de rue dont l'accordéon s'est tu en plein milieu d'une valse. Ils ont vu la même chose que lui, et ils savaient ce qu'ils ne pouvaient admettre. Deux adolescentes noires désarmées, en uniforme scolaire, venaient d'être abattues devant l'incarnation même de la justice du pays. Le sang s'est étalé au pied des marches, léchant la plaque de cuivre où l'on pouvait lire « En l'injustice nous croyons ». Quelqu'un a crié « Un médecin ». Vite. Un autre a hurlé « Elle respire encore ». La plus jeune des jumelles, Chloé, gisait inerte, le regard fixe et perdu. La poitrine de Manon, elle, se soulevait encore en courte saccade. La foule s'est densifiée, se pressant plus près tout en maintenant une distance quasi religieuse, comme si l'atmosphère était subitement devenue à la fois sacrée et toxique. Une femme s'est avancée, hagarde, laissant échapper son sac en toile. Elle voulait m'aider, a-t-elle sangloté, chaque mot un spasme de douleur. Mon sac à main. Un type me l'a volé, elles ont couru après lui pour me le rapporter. Elle m'aidait. Elle s'est tournée vers le policier, le visage livide et secoué de tremblement. Vous avez tiré sur elle pour ça? Lebrun a cligné des yeux, la sueur imprégnant son col, son index figé sur la détente comme si sa main et l'arme ne faisaient plus qu'un. Restez en arrière, a-t-il lancé d'une voix blanche. Tout le monde, à distance. Mais plus personne ne prêtait attention à ses ordres. Toute trace d'autorité avait disparu de sa voix, remplacée par une peur panique. Une voiture officielle noire s'est immobilisée dans un crissement de pneus. Les portières se sont ouvertes à la volée. Un homme grand en costume sombre en est sorti, la cravate de travers, une carte tricolore à la ceinture. Les passants ne l'ont pas identifié immédiatement, mais les membres de son escorte, si. Ils se sont pétrifiés. Monsieur le procureur, a tenté l'un d'eux. Jean Dubois ne l'entendait pas. Il courait déjà. Le procureur général, l'un des personnages les plus influents de l'État, s'est frayé un chemin à travers la foule, ses souliers de luxe dérapant sur les marches ensanglantées. Il s'est laissé tomber à genoux près des corps de ses filles. Manon. Le cri est sorti de ses entrailles, une plainte brute et terriblement humaine. Chloé, mon ange. Regardez-moi. Ses mains ont couvert la plaie à l'épaule de Manon, le sang chaud et effroyablement réel coulant entre ses doigts. Un pompier a tenté de l'écarter. Monsieur, laissez-nous faire notre travail. Je ne les abandonne pas, a-t-il répliqué. Elle respire. Occupez-vous d'elle. Les secours se sont déployés, leur efficacité méthodique tranchant avec le chaos ambiant. Quelqu'un a posé un drap blanc sur le corps de Chloé, et Jean s'est immobilisé. Non, a-t-il soufflé. Non, pas les deux. Pitié, mon Dieu, pas les deux. Il a levé la tête, son regard accrochant celui du policier en haut des marches. C'est vous, a-t-il articulé, la voix brisée mais acérée. C'est vous qui avez tiré sur mes filles. Les lèvres de Lebrun tremblaient. Monsieur, elle. Elle correspondait à la description. Deux suspects. Quelle description, a tonné Jean, sa voix faisant écho sur la place. Des uniformes scolaires et la peau noire?
Les caméras ont immortalisé chaque seconde. Les mains du père maculées de sang, ses filles inertes sur le sol, le regard absent du policier. En quelques minutes, la séquence a enflammé les réseaux sociaux. La légende disait, 2 jumelles noires abattues devant le palais de justice. Désarmées. Mais la version officielle commençait déjà à se construire. Les radios de police crépitaient d'un jargon codé. Les journalistes commençaient à relayer des termes comme « menace potentielle » et « rapport de vol non confirmé ». La machine a étouffé l'affaire tourner plus vite que les gyrophares des ambulances. Jean a accompagné Manon dans le véhicule de secours, lui tenant la main pendant que les médecins luttaient pour la maintenir en vie. Son pouls était un fil ténu, qui menaçait de se rompre à chaque instant. Il répétait en boucle « Accroche-toi, ma chérie. Accroche-toi ». Le regard du médecin-chef a croisé le sien, un regard lourd de sombres présages. La sirène déchirait les rues, une alarme que personne ne voulait entendre. Sur le parvis du palais, Lebrun était assis sur une marche, la tête dans les mains. Son coéquipier, le lieutenant Nicolas Moreau, s'est approché avec précaution. « Bon sang, Stéphane, qu'est-ce que tu as fichu ?» Elle collait au signalement, a dit Lebrun d'une voix d'outre-tombe. 2 jeunes femmes noires, possiblement armées. Moreau a froncé les sourcils. Armées ? Quelle arme ? Le regard de Lebrun a balayé les marches, s'arrêtant sur un smartphone à l'écran brisé près d'un cahier abîmé. Ça, a-t-il murmuré. J'ai vu un reflet. Moreau l'a dévisagé, incrédule. Un téléphone ? Tu as tiré sur elle pour un téléphone ? Lebrun est resté muet. Au fond de lui, la vérité luttait pour émerger, mais la formation, l'angoisse, des années de réflexes conditionnés la retenaient prisonnière. Il s'est massé les tempes, marmonnant. Elles sont toujours trop rapides. Quelques heures plus tard, à l'hôpital Saint-Louis, Jean attendait devant le bloc opératoire, sa chemise blanche maculée du sang de sa fille. Des fonctionnaires du ministère de la Justice arpentaient le couloir, discutant à voix basse de conflits d'intérêts, de procédures. Tout cela lui semblait dérisoire. Il regardait à travers la vitre les chirurgiens s'affairer autour de Manon. Le rythme des moniteurs était erratique. La plus jeune, Chloé, était partie. Il a su la nouvelle avant même que le médecin ne vienne la lui annoncer. Dehors, la meute de journalistes s'était reformée. Les micros fusaient. Monsieur le procureur général, une enquête sera-t-elle ouverte ? Vos filles étaient-elles considérées comme des suspectes ? Allez-vous engager des poursuites ? Il s'est retourné lentement, le regard en feu. Vous pensez vraiment que c'est une décision à prendre, a-t-il lancé. La preuve est en train de sécher sur les marches du palais de justice. La foule s'est tue. Plus tard dans la nuit, alors que le panorama parisien scintillait au loin, Jean se tenait seul dans la chambre obscure. Le sang sur ses manchettes avait séché, virant au brun. Il a murmuré, s'adressant non pas à la ville ou à Dieu, mais à lui-même, si la loi peut assassiner mes enfants et appeler cela une procédure, quelle chance reste-t-il aux autres ? Derrière lui, un téléviseur diffusait les informations en continu. Tir policier, une enquête est en cours. Ni nom, ni visage, juste ces mots qui tournaient en boucle, enquête en cours. Et quelque part, dans les archives de la préfecture de police de Paris, le flux vidéo d'une caméra de surveillance clignotait sur un écran. L'enregistrement intégral, brut, sans coupure. On y voyait les jumelles se pencher pour ramasser un sac à main, et le policier lever son arme. La vérité était là. Restait à savoir si la justice aurait un jour le courage de la regarder. Paris s'est éveillé le lendemain avec une lenteur pesante. Le silence n'était pas apaisant, il était lourd. Les camionnettes des chaînes de télévision s'alignaient sur l'avenue des Champs-Élysées, telles des rapaces guettant la prochaine convulsion de la tragédie. Le parvis du palais de justice était ceint de rubans de signalisation, mais rien ne pouvait contenir les échos qui y flottaient encore. La sirène, le cri, le bruit sourd de 2 vies basculant dans l'histoire. Au ministère de la Justice, Jean Dubois était assis dans son bureau, le regard perdu sur la ville qu'il avait jadis espéré changer. Le dôme du Panthéon luisait sous un ciel de plomb, mais à ses yeux, il n'était qu'un couvercle sur une poudrière. Depuis 20 ans, il œuvrait au cœur du système, persuadé que le changement viendrait des lois, des commissions de réforme, des nouvelles formations. Sa réputation s'était bâtie sur la patience, sur la conviction que le progrès était une marche lente mais inéluctable. Aujourd'hui, la patience avait le goût de la trahison. On frappa discrètement à sa porte.
Son adjointe, Sandrine Legrand, entra sur la pointe des pieds, un dossier serré contre elle. « Monsieur, commença-t-elle. Le président a appelé 2 fois. Il attend une déclaration. Les médias s'emparent de l'affaire. Jean ne quitta pas la fenêtre des yeux. S'empare de quoi? Ils affirment que le policier a répondu à une menace avérée, dit-elle avec précaution. Que les filles étaient suspectes, la coupa-t-il en se tournant vers elle. Sa voix était calme, mais fêlée. Mes filles avaient 17 ans. Elles étaient désarmées. Elles portaient secours à une passante. Sandrine acquiesça, les yeux humides. Je sais, mais le syndicat de police défend déjà la thèse de la légitime défense. Les enregistrements n'ont pas été rendus publics, et la préfecture refuse de les transmettre. Il s'effondra dans son fauteuil. La justice devrait être plus rapide qu'un mensonge. Sandrine marqua une pause, puis posa le dossier. Sauf votre respect, monsieur, la justice ne bouge que rarement sans autorisation. Ces mots restèrent en suspens entre eux. Elle quitta la pièce, refermant la porte sans un bruit. Jean resta seul, cerné par les attributs d'un système qui lui était devenu étranger. La Constitution s'ouvert, le sceau de la République, les rayonnages de codes de loi qui lui apparaissaient désormais comme des stèles funéraires. Il songea à la banlieue populaire de Paris de son enfance. Sa mère enchaînant les gardes à l'hôpital. Son père organisant des rondes de surveillance la nuit. À l'époque, Jean croyait à la causalité, à l'idée que le travail et la droiture formaient une cuirasse. Mais chaque manchette de journal, chaque rumeur de couloir de tribunal lui avait appris le contraire. Être noir en France, c'était être à un malentendu près de la tragédie. Et pourtant, il avait choisi le droit. Il avait choisi de se battre de l'intérieur. On ne change pas le système si on n'est pas à la table, lui disait son père. Il était maintenant à la plus haute table, et cela n'avait pas suffi à sauver ses filles. À l'autre bout de la ville, le commandant Stéphane Lebrun était assis dans une salle d'évaluation psychologique à la préfecture de police de Paris. Les stores étaient tirés, l'air vicié sentait le café froid et le désinfectant. Une psychologue lui parlait d'une voix monocorde. « Reprenons depuis le début, dit-elle. » Il se massa les tempes. Elle courait. « J'ai entendu le signalement pour un vol. 2 suspectes, tenue sombre. L'une d'elles tenait un objet brillant. Et vous avez cru à une arme? » Il leva des yeux injectés de sang. « Je n'ai pas cru. J'ai réagi. On est formé pour ça. » Formé par qui? Il ne répondit pas. La psychologue nota quelque chose. La mâchoire de Lebrun se contracta. Il revoyait la scène en boucle. La main qui se lève, le reflet, le doigt qui se crispe sur la détente. Tout s'était passé avant même qu'il n'ait conscience de sa décision. Puis était venu ce soulagement fugace, ce soulagement vide et conditionné de l'homme qui croyait avoir survécu à une menace inexistante. Mais un autre souvenir était enfoui plus profondément. La voix d'un instructeur à l'école de police, hurlant sur le pas de tir. L'hésitation, c'est la mort. Une menace n'a pas de deuxième chance. Votre objectif, c'est de rentrer chez vous le soir. C'est la règle. Il se souvenait d'avoir approuvé alors, sans savoir que cette règle ferait un jour de lui un assassin. Cette nuit-là, la protestation gronda dans la capitale. Des bougies s'alignaient sur la place de la République, tenues par des mains de toutes couleurs. Les slogans s'élevaient, rythmés et puissants. Leurs noms scandaient la foule. Manon et Chloé Dubois. Jean observait la scène depuis une fenêtre obscure du ministère, son propre reflet se superposant aux lumières vacillantes. Son téléphone ne cessait de vibrer, sénateur, conseiller, journaliste. Il les ignora tous. Il écoutait le son d'un pays qui posait des questions dont il n'avait plus les réponses. Au bout du couloir, Sandrine revint, le visage grave. « Monsieur, vous devriez voir ça. » Elle alluma un écran. Une chaîne d'information interviewait un ancien préfet de police. L'homme parlait avec une assurance de professionnel. L'officier a respecté la procédure, déclara-t-il. En situation de stress intense, une menace perçue est aussi réelle qu'une menace physique. C'est la psychologie de la survie. Jean sentit la nausée monter. Menace perçue, répéta-t-il. Ils ont fait de la peur une excuse légale. Dehors, les slogans redoublèrent d'intensité. La ville était une caisse de résonance. Chaque carrefour renvoyait des échos de colère et de chagrin.
Et dans ces échos, Jean entendit quelque chose d'alarmant. Pas seulement de la tristesse, mais une forme de résignation. Les gens n'étaient plus choqués par l'injustice. Ils étaient choqués que quiconque ait pu un jour croire qu'elle n'arriverait pas. Il se tourna vers Sandrine. « Diffusons les enregistrements, dit-il à voix basse. Monsieur, ce n'est pas, faites-le. Faites-les fuiter s'il le faut. Je ne laisserai pas leur histoire être racontée par des hommes qui n'ont jamais eu à la vivre. » Sandrine hésita, puis acquiesça. « Bien, monsieur. » Après son départ, Jean jeta un dernier regard par la fenêtre. Le dôme du Panthéon se découpait au loin, son marbre blanc et impassible sous les éclairages publics. Il avait vu passer des siècles de jugement, mais jamais le sien. Pour la première fois de sa carrière, il comprit la vérité que chaque parent dans la foule connaissait déjà. En France, la justice n'avait pas besoin de plus de défenseurs. Elle avait besoin de témoins qui refusent de fermer les yeux. La veille de la fusillade, un calme trompeur régnait sur la ville. Le ciel de Paris était d'un bleu clair et fallacieux, une promesse d'ordre sous laquelle le chaos se mettait déjà en place. Manon et Chloé Dubois gravissaient côte à côte les marches du palais de justice, leurs blazers bleu marine impeccables, leurs boucles identiques rassemblées en queue de cheval parfaite. Elles étaient le reflet l'une de l'autre, à ceci près que le pas de Manon était plus vif, plus impatient, tandis que le regard de Chloé était plus lent, captant chaque détail. Elles n'étaient pas là pour un procès. Elles étaient là pour un espoir. Le programme Jeunesse Justice, une initiative destinée aux jeunes passionnés par la réforme judiciaire, tenait sa session finale au ministère de la Justice. Les deux sœurs y avaient gagné leur place après des mois de recherche sur les relations police-population. Leur mémoire s'intitulait « Voir au-delà de l'insigne ». Pour elles, ce n'était pas un simple travail scolaire. C'était l'écho de l'engagement de leur père. La commissaire Valérie Bernard les attendait dans le hall majestueux, son insigne accroché à la ceinture, son tailleur austère s'adoucissant à peine au niveau du regard. Valérie connaissait les jumelles Dubois depuis leur enfance. Elle les avait formées lors d'ateliers d'été, leur expliquant les droits de la défense et le devoir citoyen à un parterre d'adolescents qui croyaient encore que le système pouvait être sauvé si suffisamment de gens de bien s'y investissaient. « Vous avez poussé trop vite, toutes les deux, » dit Valérie avec un sourire en coin. « La dernière fois que je vous ai vu, vous vous chamailliez pour savoir qui poserait la première question lors du tribunal simulé. » Manon sourit. « Et j'ai gagné, vous vous souvenez ?» Chloé lui donna un coup de coude. « Tu as gagné seulement parce que tu as cité Robert Badinter. » Valérie rit. « Excellent choix. Il reste l'une des rares raisons qui me poussent à enfiler cet uniforme chaque matin. » Le rire s'éteignit aussi vite qu'il était venu. Le regard de Valérie balaya les portiques de sécurité à l'entrée. « Écoutez, » dit-elle à voix basse en les attirant plus près. « Vous faites un travail formidable, un vrai travail. Mais il faut que vous compreniez une chose. Le changement n'arrive pas parce que les gens le désirent. Il arrive parce que les gens sont dérangés. Et quand les gens sont dérangés, ils se mettent à tirer. » Chloé fronça les sourcils. « Vous parlez au sens propre ?» Le regard de Valérie s'assombrit. Parfois, la personne la plus dangereuse avec une arme n'est pas celle qui vous hait. C'est celle qui croit vous sauver de quelqu'un d'autre. Un instant, le brouhaha ambiant s'estompa. Manon échangea un regard avec sa sœur. Elle savait que Valérie ne dramatisait pas. Elle se souvenait. La commissaire avait été de l'autre côté de la barrière, elle avait vu des collègues faire de la peur une justification. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, le téléphone de Valérie vibra. Elle s'écarta pour répondre d'un ton bref. À son retour, son visage était plus fermé. « Désolé, le service m'appelle. Ne vous séparez pas, et si vous sentez que quelque chose cloche, partez. Peu importe qui est en face. » Compris ? Elles acquiescèrent. Elle leur offrit un dernier sourire avant de se diriger vers les ascenseurs. Les jumelles retournèrent dans le hall principal, où une foule d'étudiants, d'avocats et de responsables associatifs bourdonnait d'un optimisme fébrile. La conférence commença, mais aucune des deux sœurs ne parvint à oublier l'avertissement de Valérie. De l'autre côté de Paris, dans un commissariat coincé entre deux barres d'immeubles, le commandant Stéphane Lebrun était assis devant sa troisième tasse de café insipide. L'air empestait le papier et une peur ancienne. Son partenaire, le lieutenant Nicolas Moreau, adossé à l'encadrement de la porte, consultait son téléphone. « T'as vu ça ?» demanda Moreau. Un signalement anonyme est tombé cette nuit. 2 suspects,
type nord-africain, possiblement armé, vu traînant près du palais de justice. Tu penses que c'est du sérieux? Lebrun loucha sur l'écran. Possible. Le palais a déjà été menacé. Moreau haussa les épaules. Peut-être, mais le truc est bizarre. La description est floue. Pas de taille, pas de corpulence, pas de véhicule. Juste suspecte possible. C'est soit du vent, soit quelque chose de gros, marmonna Lebrun. Il leva les yeux vers le panneau d'affichage du commissariat, couvert de photos d'identité judiciaire et d'épingles de couleur délimitant les zones de criminalité. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Pas par les temps qui courent, soupira Moreau. Tu ne penses pas que c'est ça, le problème? Lebrun ne répondit pas. Il fixait le moniteur où le signalement brillait faiblement. Anonyme, sans signature, mais classé urgent. Il était arrivé via le système interne du ministère, un fantôme accrédité. Son doigt survola la touche supprimée, puis s'immobilisa. Une partie de lui voulait que ce soit vrai. La formation, la paranoïa, tout cela avait besoin d'une justification. Chaque flic en avait besoin. Plus tard dans l'après-midi, alors que les jumelles quittaient le palais de justice à la fin de la conférence, le ciel s'était couvert et un orage menaçait au-dessus de la Seine. Des journalistes s'étaient massés au bas des marches, photographiant les étudiants comme des symboles de progrès. Manon les ignora poliment. Chloé s'arrêta pour aider une dame âgée dont le parapluie s'était retourné. « Vous êtes des anges, mesdemoiselles » dit la vieille dame en souriant. La plupart des gens ne s'arrêtent même plus. Chloé lui rendit son sourire. On nous a appris à le faire. Elle ne remarqua pas l'objectif qui, de l'autre côté de la rue, cliquait silencieusement. Dans une voiture de patrouille banalisée, Lebrun réglait son zoom. 2 jeunes femmes noires en blazer assorties. Les mots du rapport résonnaient dans sa tête. Il but une autre gorgée de café, le pouls calme, mais les doigts tapotant le volant. Moreau le regarda. « Tu te mets à suivre des lycéennes, maintenant ?»« Je vérifie juste que ça colle, » dit Lebrun. « C'est peut-être rien. »« C'est peut-être juste ta parano, » rétorqua Moreau, à moitié sérieux. Lebrun ne rit pas. Il continua d'observer les jumelles jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue. Puis il sortit son téléphone et envoya un court message à la radio, visuel correspondant possible près du palais, surveillance maintenue. Au moment où il reposa son téléphone, la pluie se mit à tomber. Une pluie soudaine et violente, qui délavait les couleurs de la ville, la réduisant à une palette de gris. Lebrun remonta sa vitre et vérifia son arme. Par habitude. C'est du moins ce qu'il se disait. Cette nuit-là, le rapport anonyme fut à nouveau mis à jour. Une note fut ajoutée en bas du fichier, sujet confirmé comme menace potentielle. Poursuivre la surveillance. Aucune signature. Aucune question. Et quelque part dans le silence feutré du commissariat, le premier domino venait de tomber. Stéphane Lebrun était seul dans sa voiture, la lumière des lampadaires vacillant sur son visage. Sa main reposait sur la crosse de son pistolet, ses doigts se resserrant juste assez pour sentir la présence rassurante de l'arme. Il l'ignorait encore, mais la prochaine fois que ce réflexe se manifesterait, ce ne serait plus un exercice. Ce serait l'histoire. Lorsque les sirènes se sont éteintes, le sang avait déjà imprégné la pierre du palais. Le vent qui balayait les quais de Seine charriait une odeur de fer et de panique qui allait hanter la ville pendant des semaines. La place, d'ordinaire le théâtre de la justice, était devenue une scène de crime. Mais personne ne s'accordait sur l'identité des coupables. La vidéo a inondé les réseaux sociaux avant même la publication du rapport de police. 30 secondes d'effroi. 2 adolescentes en uniforme scolaire, se penchant pour aider une vieille femme qui avait trébuché près de l'entrée du palais. Puis un cri, inaudible, peut-être venu de la foule, et un éclair. La détonation a traversé la vidéo, sèche comme un coup de marteau sur l'innocence. L'une des jumelles s'est effondrée sur le coup. L'autre a tendu la main, sa voix perçant le chaos, elle n'a pas, puis le deuxième tir. La vidéo s'achevait sur un concert de hurlements. En moins d'1 heure, la séquence était devenue virale. Les présentateurs de télévision ont comblé les vides par des conjectures. La police a agi en réponse à une menace perçue. Possible lien terroriste. Le policier croyait qu'une des suspectes était armée. Des mots qui étaient devenus la langue seconde de la France, parlés avec aisance chaque fois que la peau noire croisait les balles. Au ministère de la Justice, Jean Dubois suivait le déroulement des événements sur un mur d'écran.
Son propre visage est apparu sur l'une des chaînes, lors d'un débat sur le potentiel conflit d'intérêts du procureur général. L'ironie était une morsure. On qualifiait ces filles de « suspectes » avant de les appeler « étudiantes ». On parlait des « incidents » plutôt que de « meurtres ». Sa chef de cabinet, Sandrine Legrand, se tenait derrière lui, téléphone à la main. « Monsieur, il faut préparer une communication. » « Une communication ?» La voix de Jean était basse, maîtrisée. « Pour dire quoi ? Que le système que j'ai passé ma vie à servir vient d'exécuter mes enfants ? » Sandrine hésita. « Si nous ne parlons pas, ce sont eux qui imposeront leur version. »« Ils l'ont déjà fait, dit-il. » Ses yeux ne quittaient pas les écrans. « Ils le font toujours. » À l'hôpital, le couloir des soins intensifs était un balai incessant d'agents, de médecins et de journalistes qui feignaient de chuchoter. Manon était en vie, mais son pronostic était engagé. Des machines respiraient pour elle. Le corps de Chloé avait été emmené à la morgue, 2 étages plus bas. J'en étais pas encore prêt à la voir. Il était assis dans la salle d'attente, sa veste de costume jetée sur ses épaules comme un linceul, les poings si serrés que ses phalanges étaient blanches. La commissaire Valérie Bernard arriva en civil, le visage creusé par une nuit blanche. « Monsieur, dit-elle doucement, je suis venu dès que j'ai su. » Il leva les yeux, et pour la première fois, le masque du haut fonctionnaire se fissura. « Vous leur avez appris à croire en la justice, murmura-t-il. Et je leur ai dit que la justice croyait en elle. » La mâchoire de Valérie se contracta. Il existe des enregistrements des caméras de surveillance, sous plusieurs angles, mais le commissariat invoque des problèmes techniques. Jean fronça les sourcils. Des problèmes techniques ? Ils disent que les flux ont été interrompus au moment des tirs. Mais monsieur, j'ai consulté les journaux de connexion avant qu'ils ne soient verrouillés. Quelqu'un a accédé aux données 1 heure après les faits et a effacé 3 minutes d'enregistrement. Qui ? Je l'ignore, mais le code d'accès provenait du réseau interne du ministère de la Justice. Les mots le frappèrent plus durement que les balles. De l'intérieur de sa propre maison. Plus tard dans l'après-midi, il fut convoqué à une réunion de crise dans la salle de conférence du procureur général. La pièce était pleine de membres du cabinet, de conseillers et d'attachés de presse qui parlaient tous en même temps. Les écrans affichaient les titres de toutes les grandes chaînes. 2 suspects abattus devant le palais de justice. Menaces potentielles neutralisées. Indignation publique, le ministère de la Justice sous pression. Les filles du procureur général au cœur de l'enquête. Jean lisait les titres en silence. Ses collaborateurs débattaient de stratégies de gestion de crise comme s'il s'agissait d'une réduction budgétaire, et non d'un massacre. Nous devons reprendre la main, dit un conseiller. Il faut préciser que l'enquête sera indépendante. Indépendante, répéta doucement Jean. Vous voulez dire intouchable ? Un émissaire de l'Élysée prit la parole. L'entourage du président pense qu'il serait préférable que vous vous mettiez en retrait, monsieur, le temps de l'enquête. Jean le foudroya du regard. Vous me demandez de me dessaisir de l'affaire de mes propres filles ? C'est pour vous protéger, répondit l'homme avec une prudence calculée. Si vous restez, on criera au conflit d'intérêts. Il se pencha en avant, la voix basse mais d'une netteté effrayante. Si je me retire, on criera à la capitulation. Le silence se fit dans la pièce. Personne n'osait respirer. Puis, le directeur de la communication murmura, « Monsieur, la narration est déjà en place. Le public attend du calme, pas de la vengeance. » Jean se leva, les mains tremblantes. « Du calme ? Vous voulez du calme ? On a tiré sur mes filles sur les marches du palais, et vous voulez que je reste calme ?» Sa voix monta, brute, humaine, dépouillée du ton mesuré du fonctionnaire. Si la plus haute autorité de ce pays n'a pas le courage de nommer un meurtre quand elle envoie un, alors peut-être que nous ne méritons pas de nous appeler une nation de droit. Le silence qui suivit fut total. Même le vrombissement de la climatisation sembla s'interrompre. Cette nuit-là, Jean retourna à son bureau. Le bâtiment était presque désert, des lumières clignotaient dans le couloir. Sur sa table, un rapport de police portait la mention « confidentiel ». Il le lut lentement, les yeux plissés à chaque ligne. La version officielle affirmait que le policier était intervenu suite à une agression potentielle sur un civil. Elle décrivait Manon et Chloé comme des suspects correspondant au profil de délinquantes connues. Il tourna la page. En bas, en petits caractères, une note,
conclusion préliminaire, légitime défense. Légitime défense. 2 mots pour effacer une vie. Jean attrapa son téléphone et appela Valérie. « Trouvez-moi ces enregistrements effacés, dit-il. Tous. Ils vous attaqueront, prévint-elle. Vous perdrez votre poste. J'ai déjà perdu l'essentiel, dit-il avant de raccrocher. Dehors, la pluie se remit à tomber, lavant les marches du palais où le sang s'accrochait encore à la pierre. Les journalistes parlaient d'une tâche. Les manifestants parlaient d'une preuve. Pour Jean, c'était autre chose, une blessure infligée au cœur même de la justice, une blessure qu'aucun pouvoir ne pourrait jamais refermer. Quelque part dans les profondeurs d'une base de données policière, un technicien termina d'effacer les dernières traces des fichiers. En se déconnectant, un message bref s'afficha avant que l'écran ne s'éteigne, accès terminé. Autorisation, inspection générale. L'homme fronça les sourcils. Il n'avait jamais vu ce niveau d'accréditation. Puis il éteignit les lumières et s'en alla, sans savoir qu'il venait d'enterrer le premier fragment de vérité. À Paris, le sang sur les marches avait disparu au matin. Mais l'écho des tirs persistait, rebondissant sur les murs de chaque tribunal de France, posant une question à laquelle personne ne voulait répondre. La capitale avait appris à faire son deuil en sourdine. Une semaine après la fusillade, les manifestations continuaient de battre le pavé, mais entre les murs de marbre du pouvoir, le bruit était maîtrisé, atténué, traduit en un langage qui s'insérait sans heurts dans les notes de synthèse et les communiqués de presse. Événement tragique, enquête en cours, respect présumé de la procédure. Des mots polis pour anesthésier la douleur. Jean Dubois était assis dans son bureau au ministère de la Justice, les stores à demi fermés, son reflet morcelé sur la vitre. Ses conseillers étaient réunis autour de la table de conférence, leur voix basse et bien rodée. Ils ne parlaient pas de ses filles. Ils parlaient d'images. « Monsieur, nous devons maîtriser la communication, dit Robert Hay, le conseiller principal en communication. Si vous vous exprimez maintenant, cela sera interprété comme un parti pris. Vous êtes trop impliqué. » « Je suis l'affaire, dit Jean tranquillement. Robert parut mal à l'aise. C'est une raison de plus pour laisser la procédure suivre son cours. Le système doit s'en charger. Jean se retourna, le regard sombre. Le système les a tués. Sandrine Legrand, son adjointe, intervint avec douceur. Jean, ils vont vous accuser d'utiliser votre fonction à des fins de vengeance personnelle. Vous devez rester au-dessus de cela. Prenez du recul. Laissez l'inspection générale faire son travail. Il se pencha en avant, les mains jointes. L'inspection générale est sous notre autorité. C'est exactement pour cela que vous ne pouvez pas être impliqué, dit Sandrine. Vous êtes le procureur général. Vous ne pouvez pas mener une enquête sur vous-même. Le silence tomba dans la pièce. Ils avaient à la fois raison et tort. Il était pris au piège entre deux identités, le père qui voulait hurler et le haut fonctionnaire qui avait juré de respecter la procédure. Mais la procédure, commençait-il à comprendre, n'était qu'un autre nom pour l'enterrement. Après la réunion, il les renvoya tous. Le silence qui suivit était pesant, presque vivant. Il desserra sa cravate et s'enfonça dans son fauteuil. Dehors, la pluie dessinait des sillons sur la fenêtre, comme si la ville pleurait pour lui. Sur son bureau, le dossier de police restait fermé. Il ne trouvait pas la force de le relire. Au bout du couloir, dans un bureau oublié du sous-sol, la commissaire Valérie Bernard faisait ce que Jean ne pouvait pas faire. Son insigne lui avait été retiré après qu'elle ait transmis des documents internes à un journaliste. Mais cela ne l'arrêta pas. Elle avait assisté à trop d'étouffements d'affaires pour faire confiance à la procédure. Elle navigua dans les bases de données, suivant le nom de Stéphane Lebrun à travers des années d'archives policières. Le schéma se dessina, comme des contusions. 3 tirs antérieurs, tous jugés conformes. Les victimes étaient désarmées. Les rapports étaient identiques, au mot près. Elle continua à chercher et un nouveau nom apparut dans les registres d'approbation, Opération Bouclier Blanc. Elle fronça les sourcils. Bouclier Blanc n'était pas un service qu'elle connaissait. Le dossier était classé au-delà de son niveau d'habilitation, mais Valérie avait appris que les murs ne sont aussi solides que ceux qui les érigent. Elle força l'accès avec un ancien code d'un de ses supérieurs à la retraite. Le dossier s'ouvrit. Ce n'était pas un service. C'était un fonds, un réseau de protection dissimulé dans une ligne du budget de la gendarmerie et de la police nationale,
destiné à fournir une assistance juridique et une protection procédurale aux agents impliqués dans des incidents critiques. La terminologie était un camouflage administratif. En clair, cela signifiait l'immunité. Valérie fit défiler jusqu'à la page d'autorisation, le souffle coupé. Approuvé et renouvelé. Année fiscale 2023. Signataire, procureur général Jean Dubois. Un long moment, elle resta à fixer l'écran, pétrifiée. La révélation fut brutale et chirurgicale. L'homme dont les filles venaient d'être abattues avait lui-même signé le document qui assurait l'impunité de leur tueur. Non par malveillance, mais par conviction. La conviction que le système pouvait protéger à la fois les innocents et les justes. Elle murmura pour elle-même, « Vous avez bâti le bouclier qui les a tués. » Elle referma son ordinateur portable et s'adossa à sa chaise, expirant lentement. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Commissaire Bernard », dit une voix basse et déformée. « Arrêtez de fouiller. Vous mettez les pieds dans un engrenage que vous ne pouvez pas gagner. »« Qui êtes-vous » ? Quelqu'un qui a déjà vu ce scénario, répondit la voix. L'opération Bouclier Blanc n'est pas une bavure. C'est une politique. Et les politiques ne saignent pas, la communication fut coupée. Cette nuit-là, Jean ne trouva pas le sommeil. Le poids du silence officiel était étouffant. Chaque journal télévisé analysait son visage, ses silences, son deuil. Les commentateurs le disaient, mesuré. Il voulait dire, maîtrisé. Le président avait appelé 2 fois, offrant des condoléances qui sonnaient comme des clauses de non-responsabilité. Chaque mot semblait calculé, validé, aseptisé de tout sens. À 2 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Valérie. « Il faut qu'on se voie. »« Pas ici. » Ils se retrouvèrent dans un parking souterrain, 2 silhouettes dans la pénombre. Elle semblait épuisée mais résolue. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle en lui tendant une clé USB. Ce n'est pas seulement le brin. C'est un système. Un fonds appelé Opération Bouclier Blanc. C'est comme ça qu'il protège les agents des poursuites. C'est comme ça qu'il s'en est tiré les fois précédentes. Les doigts de Jean se crispèrent sur la clé. Qui est derrière ça ? Ses yeux croisèrent les siens. Vous avez signé le renouvellement. Il se figea. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est votre signature, Jean. Vous avez approuvé le budget qui finance les équipes juridiques pour ces affaires. Vous ne saviez pas ce que c'était réellement, mais maintenant vous le savez. Il sentit le sol tanguer. Le dossier, la note de synthèse. Il se souvint avoir signé une 12aine de documents ce jour-là, tous présentés comme des financements opérationnels de routine. Il n'avait pas posé de questions. Il ne le faisait jamais. Je l'ai construit, murmura-t-il. J'ai construit la chose qui les a tués. Valérie s'approcha. Non, vous avez cru que le système pouvait s'auto-corriger. C'est là-dessus qu'il compte. Sur des gens de bien comme vous pour le maintenir à flot. Il regarda la clé USB, puis elle. Si ça sort, ça ne fera pas juste tomber un service. Ça fera tomber le ministère de la Justice. Alors c'est peut-être ce qu'il faut, dit-elle doucement. Jean détourna les yeux, le grondement lointain du tonnerre résonnant au-dessus de la ville. Pendant des années, il avait prêché la réforme de l'intérieur. Mais là, debout au milieu des néons et de l'odeur de trahison, il comprit la vérité. On ne peut pas réparer ce qui n'a jamais été conçu pour être juste. Il glissa la clé USB dans sa poche. Si nous lançons l'offensive, dit-il, il faut être prudent. Pas de fuite, pas de gros titres tant que nous n'aurons pas de preuves irréfutables. Valérie acquiesça. Je trouverai les fichiers qu'ils ont effacés. Vous, trouvez le courage qu'ils espèrent que vous avez perdu. Tandis qu'elle s'éloignait, Jean leva les yeux vers le plafond de béton. Le silence du pouvoir était plus assourdissant que n'importe quelle manifestation. C'était le bruit de la complicité déguisée en ordre. Il comprenait maintenant pourquoi tant d'hommes de bien se taisaient. Parce qu'au moment où l'on parle, le système s'arrange pour que l'on ait tout à perdre. Il sortit son téléphone, parcourant les messages sans réponse du cabinet du président. Il ne répondit pas. À la place, il tapa une phrase dans ses notes et la contempla longuement. La justice ne meurt pas dans les ténèbres. Elle meurt dans le silence. Il enregistra le fichier, éteignit les lumières et s'avança sous la pluie. Le lundi matin,
Les rues de Paris ressemblaient à une plaie à vif. Les manifestants avaient envahi la place de la République, brandissant des pancartes « Justice pour les sœurs du bois » et « Qui nous protège de nos protecteurs ?» La ville était un cœur battant de fureur et de chagrin. Les caméras des drones survolaient la foule, retransmettant chaque slogan, chaque larme, à une nation déjà fracturée. Au sein du ministère de la Justice, l'atmosphère était irrespirable. Jean Dubois se tenait face à une salle comble de fonctionnaires, de journalistes et de flashs crépitants. Chaque question était une lame. Monsieur le procureur général, lança un journaliste. Envisagez-vous de démissionner ? Il le fixa comme il avait autrefois fixé des témoins à la barre, avec une intensité sans faille. Démissionner ? Non. J'envisage d'enquêter. Un murmure parcourut la salle. Une autre voix s'éleva. Mais vous êtes le père des victimes. Comment pouvez-vous être objectif ? Je ne prétends pas être objectif, dit-il d'une voix dure. Je prétends être responsable. La déclaration fit la une de toutes les chaînes en moins d'une heure. Dehors, le syndicat de police publia un communiqué de soutien au commandant Stéphane Lebrun. Il le décrivait comme un officier méritant agissant sous pression et mettait en garde contre un jugement hâtif fondé sur l'émotion. Le porte-parole du syndicat, entouré de policiers en uniforme, déclara « Cet officier a droit à la même présomption d'innocence que n'importe quel citoyen ». L'ironie était aussi corrosive que de l'acide. Mais tous les policiers ne serraient pas les rangs. La commissaire Valérie Bernard était devenue une légende dans les couloirs des commissariats. Les documents qu'elle avait fait fuiter anonymement aux Parisiens avaient révélé une série de notes internes liant l'opération Bouclier Blanc à plus d'une douzaine d'affaires de faute professionnelles dans 5 régions. L'article devint viral en une nuit. Un programme d'État pour protéger les policiers violents. En sous-titre, approuvé par le cabinet du procureur général. Jean lut l'article, la mâchoire contractée. Il s'y attendait. Les charognards se rapprochaient, attirés par l'odeur du sang. Le sien. Le chef de cabinet du président l'appela dans l'heure. Jean, la situation devient explosive, dit la voix. L'image est désastreuse. Vous devez sérieusement envisager de vous retirer. Jean se tourna vers la fenêtre, d'où montaient les clameurs des manifestants. Si un système est incapable de regarder ses propres crimes en face, dit-il doucement, alors il n'a aucun droit de se prétendre juste. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix s'adoucit. Vous en faites une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Il raccrocha. À l'autre bout de la ville, Stéphane Lebrun était assis dans sa cuisine, les stores tirés. Sa notification de suspension était toujours sur la table, intacte. On lui avait retiré son insigne, mais pas son arme. Le syndicat lui avait commis un avocat et lui avait ordonné de se taire. On s'occupe des médias, lui avait-il dit. Toi, tu restes discret. Mais le silence n'était pas un refuge. C'était une prison. Son téléphone était saturé de menaces et de messages haineux. Certains le traitaient d'assassin. D'autres, de héros. Il ne se sentait ni l'un ni l'autre. Dans le miroir, il peinait à reconnaître son propre reflet. Il revoyait le flash du coup de feu, le cri, l'expression sur le visage de la plus jeune des jumelles. Elle n'avait pas bougé vers lui. Elle s'était tournée vers la femme qui était tombée. Pour la première fois, ce souvenir ne ressemblait plus à une justification. Il ressemblait à une accusation. Valérie visionnait les mêmes images dans une petite pièce sans fenêtre au sous-sol du service informatique. Le technicien à ses côtés, un jeune homme nerveux nommé Léo Martin, tremblait en lui confirmant ce qu'elle savait déjà. Le flux de surveillance a été purgé 1 heure après les tirs, dit-il. Quelqu'un de très haut placé a autorisé une suppression générale. Mais vous avez dit que des fragments avaient été sauvegardés. Oui. Le cache se synchronise automatiquement pendant 24 heures. Il est divisé en paquets de données. J'ai recollé ce que j'ai pu. Il lança la lecture. L'image était de mauvaise qualité, mais sans équivoque. Les jumelles étaient sur les marches du palais, penchées sur une vieille dame dont le sac s'était répandu sur le sol. La plus grande, Chloé, tendait à la femme un portefeuille marron. C'est à ce moment précis que Lebrun apparut, arme au poing. La vieille dame désigna les jumelles en criant quelque chose d'inaudible. Le policier fit feu avant que l'image ne se stabilise. Les jeunes filles s'effondrèrent. La vieille dame hurla. La gorge de Valérie se serra. Elle figea l'image. Elle l'aidait,
murmura-t-elle. Léo acquiesça. L'horodatage correspond à l'appel radio. Le signalement de 2 femmes noires tentant un vol est arrivé exactement 4 minutes avant cette séquence. De qui? Il hésita. C'était un numéro masqué. Le code interne suggère un relais policier. Quelqu'un a monté ça de toutes pièces. Valérie ferma les yeux. La vérité n'était pas seulement sordide. Elle était fabriquée. Elle copia la vidéo sur une clé USB et la glissa dans la poche de son manteau. En sortant du bâtiment, elle remarqua une voiture officielle noire à l'arrêt de l'autre côté de la rue. Le regard du conducteur croisa le sien dans le rétroviseur. Elle accéléra le pas, le cœur battant la chamade. Le moteur vrombit, puis se perdit dans le trafic. Le soir même, la vidéo était sur le bureau de Jean. Il la regarda seule, dans l'obscurité. L'écran vacillait, montrant l'image de ses filles encadrées par les colonnes de marbre, baignées de la lumière du matin. Leur rire, désormais silencieux, semblait résonner dans son esprit. Au moment du coup de feu, il ne s'y a pas. Il resta à fixer l'écran, imperturbable, tandis que la vérité pulvérisait la dernière illusion à laquelle il s'était raccroché. Il se renversa dans son fauteuil, tremblant, murmurant pour lui-même, elle n'était pas des suspectes. Elle sauvait quelqu'un. Valérie se tenait sur le seuil, silencieuse. Vous devez rendre ça public, dit-elle doucement. Il la regarda, le visage blafard sous la lumière de la lampe. Si je le fais, tout le bâtiment s'effondre. Elle s'approcha. Alors c'est peut-être le but. Dehors, la foule rugit de nouveau, plus fort cette fois. Les hélicoptères tournaient au-dessus du palais, comme des charognards au-dessus d'une carcasse. À l'intérieur du ministère de la Justice, les serveurs bourdonnaient tranquillement, leur pare-feu protégeant des montagnes de secrets. Mais maintenant, une vérité s'était échappée. Et une fois dehors, personne ne pourrait la faire taire. Quelque part dans la ville, un journaliste reçut un courriel anonyme contenant une pièce jointe vidéo. Objet, le sang que vous avez caché. Lorsqu'il lança la lecture, la première image se figea sur 2 jeunes filles souriant dans la lumière du matin, ignorant que le monde dans lequel elles croyaient avait déjà pris pour cible. La première fissure dans le mur du silence n'est pas venue d'un politique, d'un avocat ou d'un journaliste, mais d'une femme de ménage. Monique Fournier avait 62 ans et travaillait au palais de justice. Elle commençait son service avant l'aube, quand le marbre était encore humide de la rosée matinale. Elle n'avait ni compte sur les réseaux sociaux, ni avocat, ni aucune raison de s'impliquer, si ce n'est qu'elle était là. Elle avait tout vu. Pendant des jours, elle s'était tue. Son chef d'équipe lui avait conseillé de ne pas faire de vagues, que l'affaire était trop complexe. Un inspecteur de l'IGPN était passé à son domicile, lui suggérant avec douceur que ses souvenirs pouvaient être altérés. Puis quelqu'un avait glissé une note sous sa porte, « Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Ne compliquez pas les choses. » Cette nuit-là, Monique était assise dans sa petite cuisine, les mains tremblantes au-dessus d'une tasse de café ébréché. Les informations locales diffusaient en boucle la vidéo, avec sa propre voix en fond sonore, hurlant à l'aide, un son brouillé par le statique. Elle regardait l'image des 2 jeunes filles s'effondrant sur les marches du palais. Elle se souvenait de la plus jeune, Chloé, lui tendant son portefeuille. Elle se souvenait de son sourire. C'était le genre de sourire de ceux qui croient encore que la gentillesse peut changer le monde. Le lendemain matin, Monique composa un numéro trouvé sur Internet. Valérie Bernard répondit. Commissaire Bernard. Je m'appelle Monique Fournier. Je crois être la femme sur la vidéo. Il y eut un silence. Valérie était harcelée de menaces et d'avis de suspension. Son bureau avait été mis sous scellé, son badge confisqué. L'administration l'accusait d'avoir enfreint le règlement en s'immisçant dans une enquête en cours, mais il lui restait son téléphone et sa détermination. Madame Fournier, dit doucement Valérie. Réalisez-vous ce que cela implique? Monique soupira. Cela implique que je ne pourrai pas dormir si je ne parle pas. Elles se rencontrèrent dans un bistrot de banlieue. Monique portait un simple manteau gris et une casquette de baseball enfoncée sur la tête. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Elles m'ont sauvé, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai trébuché, mon sac s'est renversé. Ces filles ont accouru. J'ai cru que c'étaient des anges. Valérie acquiesça, la laissant continuer sans l'interrompre. Le policier, il leur a hurlé de s'arrêter. Elles se sont immobilisées. L'une a levé les mains. J'ai essayé de lui expliquer,
mais il ne me regardait pas. Il ne les regardait pas non plus. Il regardait une histoire qu'il avait déjà écrite dans sa tête. Valérie enregistra chaque mot. À la fin de l'entretien, elle tendit la main par-dessus la table et prit celle de Monique. « Vous êtes courageuse, Madame Fournier. Ils vont s'en prendre à vous. »« Ils ont déjà commencé, » dit doucement Monique. « Mais je nettoie leur bureau depuis 30 ans. Je sais comment cette ville dissimule ses ordures. » Le lendemain matin, la déclaration de Monique avait fuité. Sa voix, sans artifice, tremblante mais ferme, était diffusée sur toutes les chaînes nationales. Le pays écoutait. Une femme blanche, témoin oculaire, décrivant comment 2 jeunes filles noires avaient tenté de l'aider avant d'être abattues. C'était le genre de témoignage qui brisait le mur du son. Le genre qui poussait les gens qui ne doutaient jamais à commencer à douter. La riposte fut immédiate. Des sources anonymes la traitèrent de menteuse, de vieille femme sénile. Les plateaux de télévision disséquèrent son passé. Un journal titra « Fusillade du palais, la mémoire d'une femme de ménage mise en doute ». La campagne de dénigrement était professionnelle, orchestrée. Mais pour chaque insulte qui lui était adressée, 10 personnes de plus partageaient son interview. La vérité, d'abord chuchotée, devenait virale. Pendant ce temps, Stéphane Lebrun n'était pas sorti de chez lui depuis 5 jours. Les volets étaient clos. Le sol était jonché de boîtes de livraison et de flacons de médicaments. Le sommeil le fuyait. Et quand il venait, c'était par vagues violentes. Des éclairs de coups de feu, les silhouettes de 2 jumelles qui tombent, l'écho de ses propres hurlements. Il se réveillait en sueur, suffocant. Son partenaire, le capitaine David Leroy, passa le voir une fois. « Ils sont en train de te dépecer dehors, Stéphane, dit-il. Tu devrais t'éloigner un peu. Laisse le syndicat gérer. » Lebrun se massa les tempes. « T'as jamais eu l'impression que ce boulot te détraque le cerveau? Que tu vois des menaces partout? » Leroy fronça les sourcils. « Tu as fait ce pour quoi tu es formé. »« Ouais, » dit Lebrun d'une voix vide. « C'est ça qui me terrifie. » Plus tard dans la nuit, il se filma avec son téléphone. Sa voix était cassée, mais il ne s'arrêta pas. « Je n'ai pas tiré sur 2 filles, dit-il à la caméra. J'ai tiré sur ce qu'on m'a appris à craindre. J'ai tiré sur le fantasme qui hante chaque briefing, chaque journal télévisé, chaque avertissement qu'ils nous ont martelé. Je n'ai pas vu des enfants. J'ai vu un danger. Et c'est ça, la vraie maladie. On m'a dit que je protégeais les citoyens, mais les citoyens que j'ai vus n'étaient plus humains. » Il n'envoya jamais la vidéo, mais cette confession, brute et décousue, finirait par fuiter. De retour en ville, Valérie était sur la sellette. Le ministère l'avait officiellement suspendue sans salaire pour extraction de données non autorisées. Sa boîte mail débordait d'insultes et de menaces juridiques, mais cela n'avait aucune importance. Elle avait la vidéo, le témoignage de Monique et la volonté de continuer. Un soir, en sortant du bistrot où elle et Monique s'étaient rencontrées, une voiture officielle noire fit une embardée vers le trottoir, la frôlant de quelques centimètres. La vitre du conducteur s'abaissa juste assez pour qu'une voix siffle « La prochaine, c'est toi ». Elle ne s'y a pas. Elle mémorisa simplement la plaque d'immatriculation. Au même moment, le ministère de la Justice implosait. Des députés réclamaient la démission de Jean Dubois, l'accusant de compromettre l'intégrité de sa fonction. La déclaration du président était un modèle de prise de distance à peine voilée. Nos pensées accompagnent la famille Dubois tandis que nous veillons au respect de la procédure pour toutes les parties impliquées. Mais Jean ne démissionna pas. Pas cette fois. Il se présenta à une conférence de presse en direct, sans note ni conseiller. Sa cravate était desserrée, ses yeux cernés par la fatigue. Les appareils photo crépitèrent. « Mon nom est Jean Dubois », commença-t-il. « Certains me connaissent comme le procureur général, mais ce n'est pas lui qui vous parle aujourd'hui. Je suis un père. Mes filles, Manon et Chloé, ont été abattues sur les marches du palais de justice. Et j'ai appris une chose douloureuse depuis ce jour. » Il marqua une pause, la voix calme mais chargée d'émotion. « J'ai cru en un système qui promet la justice mais qui exige le silence. J'ai cru qu'il pouvait se réformer de lui-même. J'avais tort. La vérité, c'est que nous avons bâti une structure si figée dans sa propre peur qu'elle est incapable de reconnaître l'innocence quand elle lui fait face. Je ne peux plus servir cela. Ni en tant que dirigeant, ni en tant qu'homme, et surtout pas en tant que père.
Il détacha l'insigne du ministère de son revers et le posa sur le pupitre. Je démissionne donc de ma fonction. Mais pas de mon combat. La salle explosa. Question, flash, chaos. Jean se retira sans un mot de plus. Dehors, les manifestants scandaient son nom. Dans tout le pays, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à la politique virent soudain un homme privé de son pouvoir, s'exprimant uniquement en tant que parent. Cette nuit-là, Valérie regarda la retransmission depuis son appartement plongé dans le noir. Son téléphone vibra. Un message crypté. Pas de nom, pas de numéro, juste une phrase, « Je ne vous connais pas, mais je vous crois. La vérité nous dépasse tous. Continuez. » Elle regarda par la fenêtre la ville qui brillait sous le poids de sa propre culpabilité. Quelque part, là dehors, les fissures dans le système s'élargissaient. Pas assez vite, mais assez pour laisser passer la lumière. Et pour la première fois depuis la fusillade, le murmure de la vérité semblait plus fort que le silence de la peur. C'était un deuil qui suspendait le souffle de Paris. Le palais de justice, ses colonnes blanches se découpant sur un ciel d'ardoise, était à nouveau au centre de l'attention nationale. Mais cette fois, le sang sur les marches avait été effacé, remplacé par des équipes de télévision et des barrières de sécurité. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, comme juste avant un orage. Tous les sièges étaient occupés. Sénateurs, militants, avocats et citoyens ordinaires s'entassaient dans la salle de la commission. Dehors, des banderoles clamaient « Justice pour Manon et Chloé ». Sur tous les écrans de France, le même bandeau défilait, début de l'enquête nationale sur l'immunité policière. Jean Dubois était assis à la table des témoins. Il n'était plus procureur général. Sans titre, sans entourage, juste un père endeuillé dans un costume sombre. Il fixait le vide devant lui, le brouhaha de la salle s'évanouissant jusqu'à ce qu'il n'entende plus que les battements de son propre cœur. À l'autre table, le commandant Stéphane Lebrun était assis, pâle et raide dans son uniforme. Ses mains s'agitaient sous la table, ses doigts dessinant des cercles invisibles sur le bois. Derrière lui, les représentants du syndicat de police chuchotaient entre eux, le visage impassible, comme si la loyauté pouvait l'emporter sur la culpabilité. La commissaire Valérie Bernard se tenait à l'écart, une pile de dossiers et de disques durs à ses côtés. Sa suspension avait été annulée lorsque la pression de l'opinion publique était devenue une nécessité politique. Elle était là maintenant, sa voix prête à devenir le scalpel qui disséquerait le cœur du système qu'elle avait autrefois juré de servir. La présidente, la sénatrice Catherine Roussel, s'éclaircit la gorge. Cette commission est réunie pour enquêter sur les événements entourant la fusillade du palais de justice et sur le programme connu sous le nom d'Opération Bouclier Blanc. Son regard balaya la salle. Nous commencerons par les conclusions de la commissaire Bernard. Valérie s'avança, le ton calme mais implacable. L'opération Bouclier Blanc, commença-t-elle, n'était pas un programme de protection des agents. C'était un mécanisme d'effacement. Entre 2015 et 2024, plus de 200 enquêtes internes pour usage excessif de la force ont été classées sans suite en vertu de ces protections. Elle souleva un dossier et le posa sur la table avec un bruit sec. Chacune d'entre elles validée sous l'autorité du ministère de la Justice. Des murmures parcoururent l'assemblée. Les appareils photo cliquetèrent. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, poursuivit-elle. C'était un système. Des agents blanchis avant même l'examen des preuves, des images de caméras piétons effacées sous le prétexte d'erreurs techniques, et des transactions financières discrètes payées avec l'argent du contribuable. Le dossier du commandant Stéphane Lebrun s'inscrit parfaitement dans ce schéma. L'avocat de Lebrun se leva. Objection, Madame la Présidente. Mon client a été injustement diabolisé par les médias. Roussel le coupa net. Vous aurez votre tour. Valérie se tourna vers Lebrun. Commandant Lebrun, vous avez tiré 2 fois ce matin-là, est-ce exact? Il acquiesça, la mâchoire contractée. Oui. Les victimes étaient-elles armées? Non. Vous ont-elles menacé? Il hésita. Elles ont fait un mouvement brusque. La voix de Valérie se fit plus incisive. Un mouvement? Elle rendait un portefeuille qui était tombé. Avez-vous vu cela? J'ai cru que c'était une arme. Elle laissa le silence peser. Vous avez cru. La respiration de Lebrun s'accéléra. Les lumières, les caméras, les regards. C'était insupportable. Vous ne comprenez pas ce que c'est, sur le terrain,
lança-t-il. On nous répète tous les jours de nous attendre au pire. Pour rester en vie, on agit avant de réfléchir. C'est alors que Jean se leva, rompant le protocole. Le silence se fit instantanément dans la salle. Sa voix, basse et maîtrisée, fut portée par chaque haut-parleur du pays. Vous avez été formés pour survivre, dit-il en s'approchant. Mais vous avez aussi été formés pour voir mes filles comme des menaces. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel marteau. La bouche de Lebrun s'ouvrit, puis se referma. Personne ne bougeait. L'air lui-même semblait s'être figé. La sénatrice Roussel n'intervint pas. Elle savait que c'était le moment, la collision entre le pouvoir et ses conséquences que le pays attendait. Jean se tourna vers la commission. Il ne s'agit pas de l'erreur d'un homme, dit-il. Il s'agit du conditionnement par la peur. Nous avons bâti une institution qui récompense la paranoïa et l'appelle protection. Nous avons dit à des agents comme lui que chaque ombre est une arme, que chaque main de couleur est un danger, et nous feignons la surprise lorsque les balles trouvent leur cible. Valérie ajouta doucement, l'opération Bouclier Blanc n'a pas été créée par des monstres. Elle a été créée par des gens qui pensaient maintenir l'ordre. Mais l'ordre sans responsabilité, ce n'est pas la justice. C'est la tyrannie en uniforme. L'avocat de Lebrun se pencha pour lui murmurer quelque chose, mais Lebrun secoua la tête. Ses mains tremblaient. Vous voulez la vérité, dit-il soudain. Vous voulez savoir ce qu'on nous disait avant de nous lâcher dans la rue? La présidente acquiesça avec prudence. Allez-y, commandant. Il baissa les yeux vers la table, sa voix à peine audible. On nous disait de toujours présumer le danger. Si quelque chose vous semble suspect, tirez d'abord, débriefez plus tard. C'est l'expression qu'ils utilisaient. Tirez d'abord, débriefez plus tard. Il disait que l'hésitation tue. Il releva la tête, les yeux injectés de sang. Mais ils n'ont jamais dit qui elle tue. Un frisson parcourut l'assistance. Les journalistes se dépêchèrent d'écrire, d'enregistrer, de capturer la confession qui venait de faire trembler les fondations de la police en France. Jean l'observait attentivement. Pour la première fois, il ne voyait pas un monstre. Il voyait un homme façonné par une machine, un rouage qui prenait conscience d'être couvert de sang. La sénatrice Roussel se pencha en avant. Commandant Lebrun, affirmez-vous que cette directive, tirez d'abord, débriefez plus tard, émanait de votre hiérarchie? Lebrun acquiesça lentement. Oui, du commissaire divisionnaire, appuyé par des notes de service. Ce n'était pas une politique officielle, mais c'était la consigne. Et ces notes, insista Roussel, étaient-elles diffusées sous l'égide de l'opération Bouclier Blanc? Il déglutit. Oui. La présidente se tourna vers les caméras. Qu'il soit donc inscrit au procès-verbal, dit-elle fermement, que la culture de la peur que nous avons tolérée vient de témoigner contre elle-même. Dehors, la foule explosa. Le son se propagea dans les rues comme un coup de tonnerre. À l'intérieur, Jean se rassit, laissant échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. Son regard croisa celui de Valérie à travers la salle. Ils n'esquissèrent pas un sourire. Il n'y avait rien à célébrer pour l'instant, mais quelque chose avait basculé. Pour la première fois, la machine avait avoué sa propre culpabilité. À la fin de l'audience, Lebrun fut escorté dehors, le regard vide, les épaules voûtées. Les caméras le suivirent, filmant non pas un scélérat, mais un homme écrasé par le poids d'une vérité trop longtemps niée. Jean s'attarda sur le seuil, regardant la lumière du soleil inonder les fenêtres du palais, éclairant les marches même où ses filles étaient tombées. La justice n'était pas encore là, mais elle avait recommencé à respirer. Et quelque part, dans l'écho de cette grande salle, le vieux système, bâti sur le silence, commençait enfin à se fissurer. Le verdict n'est pas tombé dans la liesse. Il est tombé sous la pluie. Dehors, la foule se pressait sous les parapluies, les yeux rivés sur l'écran géant installé de l'autre côté de la rue. La voix du journaliste crépitait sous l'averse. Dernière minute. Le préfet Marc Leclerc et 3 de ses hauts fonctionnaires ont été mis en examen pour entrave à la justice, dissimulation de preuves et association de malfaiteurs dans le cadre de l'opération Bouclier Blanc. Le commandant Stéphane Lebrun a été condamné pour homicide involontaire. La foule n'a pas applaudi. Elle n'a pas hué non plus. Elle est restée silencieuse, accueillant le poids d'une vérité qu'il avait fallu du sang pour mettre au jour. À l'intérieur, Jean Dubois observait depuis le fond de la salle. Il ne portait ni insigne ni décoration, juste un simple costume gris qui avait connu trop de nuits de veille.
Lorsque la peine fut prononcée 15 ans, Lebrun ne regarda pas le juge. Il regarda Jean. Leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis ce matin sur les marches du palais. Les lèvres de Lebrun tremblèrent. Il ne formula pas d'excuses. Il savait qu'elle serait vaine, mais la culpabilité dans ses yeux disait ce que les mots ne pouvaient exprimer. Jean inclina légèrement la tête, non en signe de pardon, mais de reconnaissance. Pour la première fois, l'homme qui lui avait arraché ses filles ne se cachait plus derrière des manuels de procédure ou des notes de service. Il n'était qu'un homme, brisé, responsable. Après l'audience, la presse déferla comme une vague. Les micros se tendirent vers Jean, les questions fusèrent. Pensez-vous que justice a été faite? Regrettez-vous votre démission? Quelle est la suite pour vous? Il s'arrêta sur les marches du palais, là où tout avait commencé, et se tourna vers eux. La justice n'est pas un verdict, dit-il calmement. C'est un miroir. Et pour une fois, ce pays a été contraint de se regarder en face. La séquence fut diffusée le soir même sur toutes les grandes chaînes. Certains le qualifièrent de héros. D'autres l'accusèrent de trahison, de s'être retourné contre les forces de l'ordre, d'avoir politisé une tragédie. Mais ceux qui avaient vu ses filles tomber savaient la vérité. Il n'avait pas détruit la confiance dans le système. Il avait révélé à quel point elle était déjà brisée. Dans les semaines qui suivirent, Paris connut une période de trouble. Le ministère de la Justice fut réorganisé sous la direction d'un nouveau procureur général par intérim, tandis que les commissions parlementaires continuaient de mettre au jour des décennies de dérives couvertes par l'opération Bouclier Blanc. Pour chaque fonctionnaire mis en examen, 5 autres témoignèrent, certains pour avouer, d'autres pour se défendre, mais tous contraints d'affronter ce qui avait gangrené le système en silence. Monique Fournier, la femme de ménage qui avait brisé le silence, vivait désormais sous protection de l'État. Son visage, autrefois anonyme, était devenu un symbole de courage. Elle recevait des centaines de lettres, certaines de remerciements, d'autres de menaces. Elle les lisait toutes avec la même tranquille résilience. Lorsqu'un journaliste lui demanda pourquoi elle avait parlé, elle répondit simplement, parce que la vérité ne devrait jamais avoir aussi peur. La commissaire Valérie Bernard fut réintégrée avec les honneurs. Le premier jour de son retour, une note l'attendait sur son bureau, non signée, mais d'une écriture soignée. Elle disait, « Merci de ne pas les avoir laissés nous tuer une seconde fois. » Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait envoyé. Elle le savait. Mais le progrès avait un prix. La ville restait divisée. Dans certains quartiers, des fresques à l'effigie de Manon et Chloé apparurent, des bougies brûlant à leurs pieds. Dans d'autres, les policiers couvraient leurs insignes d'un ruban noir, considérant Lebrun comme un bouc émissaire. La frontière entre la justice et le ressentiment était aussi visible que les barrières qui avaient séparé les manifestants et la police. Pendant tout ce temps, Jean se tint à l'écart de la politique. Il refusa les interviews, les propositions de livres, et passa le plus clair de son temps à l'hôpital. Manon avait survécu, de justesse. La balle avait manqué son cœur de quelques millimètres, mais le traumatisme était plus profond que la blessure physique. Elle parlait peu, le regard hanté, mais elle était vivante. Chloé, la plus jeune, était restée dans le coma. Chaque soir, Jean s'asseyait à leur chevet, leur lisant leurs livres préférés, ceux qui parlaient de liberté, de résilience, d'espoir. Un soir, alors que le soleil déclinait sur la ville, Manon s'agita. Sa voix n'était qu'un murmure, fragile et rauque. « Papa. » Jean se figea. Il se pencha vers elle, les larmes brouillant sa vue. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Elle cligna lentement des yeux, le regard perdu. « Chloé, elle va bien ?» Il déglutit avec difficulté. « Elle se repose. Elle est forte, comme toi. » Les lèvres de Manon tremblèrent. « Est-ce qu'ils nous ont vus ?» Il hocha la tête, la gorge nouée. « Ils t'ont vu. Le monde entier t'a vu. » Ses yeux se fermèrent, une larme coulant sur sa joue. Alors ce n'était pas inutile. Jean lui écarta doucement une mèche de cheveux, sa voix se brisant en un murmure, « Vous leur avez fait voir ce que je n'arrivais pas à leur montrer. » Les machines émettaient un léger bourdonnement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Froides, lointaines, mais un peu moins dures. Plus tard dans la nuit, en traversant le couloir de l'hôpital, Jean passa devant un téléviseur dans la salle d'attente. Le présentateur annonçait une nouvelle proposition de loi, la loi sur la responsabilité et la transparence policière,
directement inspiré de l'affaire Dubois. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Il s'arrêta un instant pour regarder. Puis il éteignit l'écran et sortit dans le couloir. Le monde n'avait pas besoin d'un autre discours. Il avait besoin de silence, celui qui suit une vérité trop lourde pour être ignorée. Dans le hall, une femme de ménage passait la serpillière. Elle leva les yeux et lui adressa un faible sourire. Jean lui rendit son sourire, un signe de tête en guise de reconnaissance muette. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières du palais de justice brillaient au loin. Ce n'était plus un monument au pouvoir, mais un rappel de ce qu'il en coûtait de dire la vérité. La justice, comprit-il, n'était pas une victoire. C'était la survie de la vérité, de la mémoire, du courage de continuer à regarder, même lorsque cela fait mal. Et tandis qu'il s'avançait dans la nuit, la ville, enfin, pouvait respirer. Un an s'était écoulé depuis le jour où 2 coups de feu avaient déchiré l'air et contraint une nation à écouter. Paris portait encore les cicatrices, mais sous elles, une guérison avait commencé. Une guérison silencieuse, sans triomphe, comme une aube qui pointe après une longue nuit. La loi de réforme du bois fut adoptée par un matin de printemps gris. Devant l'Assemblée nationale, un groupe d'étudiants s'était réuni pour suivre le vote sur un écran géant. Lorsque le résultat final s'afficha pour 345, contre 189, ils poussèrent un cri. Ce n'était pas un cri de victoire. C'était un cri de soulagement. La nouvelle loi était simple, mais historique. Chaque tir policier impliquant un mineur serait désormais confié à une commission civile indépendante, et non plus au service de police eux-mêmes. Une petite ligne de texte qui avait coûté des milliers de voix, 2 vies et une prise de conscience nationale. À l'intérieur de l'hémicycle, Jean Dubois se tenait dans la foule. Il n'était plus un homme politique, juste un homme en costume bleu, un carnet de cuir usé à la main. Il ne sourit pas lorsque les applaudissements retentirent. Il se contenta d'incliner la tête, murmurant pour lui-même, « Trop tard, mais on y est arrivé ». Quelques jours plus tard, il se rendit à l'hôpital pour son rituel. Les couloirs étaient plus calmes, les machines moins nombreuses. Chloé occupait toujours la même chambre. Le soleil filtrait à travers les stores, sa lumière dansant sur les dessins épinglés au mur. Manon était déjà là, assise à côté de sa sœur, ses livres ouverts mais oubliés. Elle a recommencé à peindre, dit doucement Manon à l'arrivée de son père. Il regarda le chevalet près de la fenêtre. La toile était à moitié terminée. 2 jeunes filles se tenant la main devant les marches du palais de justice, baignées par la lumière du matin. En bas, un titre tracé d'une main soignée, 2 ombres, une lumière. Elle ne parle pas, dit Manon, mais elle n'en a pas besoin. C'est sa manière de s'exprimer maintenant. Jean s'approcha. Sur la toile, les colonnes de marbre ne brillaient pas d'un blanc froid, mais d'un or chaud, comme si le bâtiment lui-même avait appris à refléter quelque chose de plus pur que l'autorité. Sa gorge se serra. Le ministère de la Justice veut l'exposer, ajouta Manon. Dans le hall d'accueil. Il esquissa un sourire. Alors peut-être que la justice aura enfin quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. 2 semaines plus tard, le tableau fut inauguré au siège du ministère de la Justice. Il fut accroché au rez-de-chaussée, près de l'entrée des visiteurs, comme un rappel quotidien pour ceux qui arpentaient les couloirs du pouvoir. En dessous, une plaque de granit noir portait ces mots, choisis par Jean lui-même, « La justice n'est pas aveugle. Elle a juste besoin du courage de voir ». Les journalistes couvrirent l'événement, mais ce moment n'était pas le leur. Il appartenait à tous ceux qui avaient porté le fardeau du doute. Aux mères qui craignaient de laisser leurs enfants rentrer seuls le soir, aux policiers qui avaient osé remettre en question les ordres, aux témoins qui avaient parlé quand il était plus sûr de se taire. Pour la première fois, personne ne débattait de qui avait gagné. Les gens se contentaient de regarder les visages sur la toile, réalisant qu'ils avaient tous vécu dans ces ombres, ensemble. Manon reprit ses études à l'automne. Elle marchait plus lentement qu'avant, mais avec une assurance née d'un but. Elle rejoignit un collectif étudiant pour la justice, encadrant des adolescents qui voulaient comprendre le droit non pas comme une arme, mais comme une promesse. Quand on lui demandait pourquoi elle avait choisi de militer, elle souriait et répondait, parce que lorsqu'on a vu à quel point la loi est fragile, on apprend à la protéger comme sa propre famille. Chloé se rétablit plus lentement. Elle ne retrouva jamais la parole, mais son silence était devenu porteur de sens. Ses œuvres furent exposées dans tout le pays, dans des écoles, des centres sociaux, des galeries.
Chaque pièce semblait murmurer une vérité que les mots ne pouvaient contenir, le coût humain de l'indifférence. Et Jean, il n'occupait plus de fonction officielle. Il passait ses journées à écrire, à enseigner, à se rendre dans des villes que la plupart des politiques avaient oubliées. Son livre, Le poids de la loi, devint un succès discret. Il n'y était pas question de stratégie ou de politique. Il y était question de deuil, de foi et du fil ténu qui sépare la justice de la miséricorde. Dans le dernier chapitre, il écrivit « J'ai cru que la justice était un système. Je sais maintenant que c'est un choix que nous devons faire chaque jour, avant qu'un autre matin ne se brise en deux. » À la fin de sa tournée de promotion, il revint à Paris une dernière fois. Il se tint sur les marches du palais de justice, là où le marbre avait été remplacé, les taches effacées. Une petite foule s'était rassemblée pour une veillée. Pas de discours, pas de slogan, juste des bougies vacillant dans la brise nocturne. Valérie Bernard était là aussi, son insigne brillant faiblement sous la lumière d'un lampadaire. Elle le rejoignit à l'écart de la foule. « Vous avez réussi » dit-elle doucement. Il secoua la tête. « Non. Ce sont elles qui ont réussi. J'ai seulement appris à écouter. » Au-dessus d'eux, le drapeau français flottait au vent, non pas triomphant, mais stable. La ville brillait au loin, fatiguée, mais vivante. Jean se tourna une dernière fois vers les portes du palais. Un instant, on aurait presque dit que le bâtiment lui-même respirait, sa façade froide adoucie par la mémoire, par les mains de ceux qui avaient refusé que la vérité meure en silence. Il s'éloigna dans la lumière naissante, le même genre de matin qui avait commencé par une tragédie, mais qui commençait maintenant par une possibilité. Car la justice, il l'avait appris, ne naît pas dans les tribunaux. Elle vit dans les gens qui refusent de cesser de l'exiger. Et tandis que le générique de leur histoire se fond dans le soleil levant, une voix, la sienne, résonne doucement dans l'air. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci sont importantes, soyez à nos côtés. Partagez leur nom. Soutenez le mouvement. C'est, voix inaudible, là où la justice trouve enfin sa voix.